Bonjour à tous, c'est Atomis. Si je vous dis modélisme, nourriture, guirlande, à quoi ça peut vous faire penser? Tu parles de Noël? Eh bien non, aujourd'hui on va parler de la technologie des LED. Et oui, entre nos télévisions, nos téléphones et nos éclairages courants, les diodes électroluminescentes sont devenues omniprésentes. Elles ont d'ailleurs subi tellement d'évolutions qu'on a développé de nouvelles sous-branches comme la MOLED, l'OLED, le QLED et tant d'autres. Alors si vous le souhaitez, n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo détaillée sur certaines de ces technologies. En 1907, Joseph Henry Round observe la première émission lumineuse par du carbure de silicium. 20 ans plus tard, Oleg Lossev, vous m'excuserez pour la prononciation, déposera un brevet de ce qui sera appelé bien plus tard les diodes électroluminescentes. Il eut l'idée tout simplement en observant à son tour l'émission lumineuse du carbure de silicium et de l'oxyde de zinc qui étaient tous deux à l'époque présents dans les radios. On va maintenant faire un petit bond dans le temps. Et nous voilà 30 ans après le dépôt du brevet. En 1955, Rubin Braunstein découvre que le semi-conducteur à base d'arsénium de gallium produit une lumière rouge lorsqu'il est parcouru par un courant électrique. Et c'est en 1962 que l'ingénieur américain Nick Holoniak décide d'utiliser cette capacité afin de faire un tout nouveau type d'éclairage, la LED rouge. Il l'appelle d'ailleurs la lampe suprême car c'est le courant lui-même qui est la lumière. Alors au début de la LED, il faut bien savoir que l'intensité était bien moindre que celle que l'on connaît aujourd'hui. L'intensité des LED était d'ailleurs tellement faible qu'on l'utilisait seulement dans les industries ou dans l'informatique en tant que témoin. Elle servait de témoin tout simplement parce que lorsque la LED était rouge, c'est que le courant passait, alors que lorsqu'elle était éteinte, c'est que le courant ne passait pas. À force d'expérience sur des semi-conducteurs à base d'arsenic et de gallium, les chercheurs ont pu développer d'autres couleurs de LED, notamment les LED de couleur jaune et verte. Ce n'est que dans les années 90 que la technologie LED dévoile son plein potentiel avec la création de la LED bleue à forte intensité dont le semi-conducteur est de type InGaN. Alors InGaN, c'est tout simplement un acronyme qui veut dire nitrure de gallium-indium. En effet, avec juste les couleurs rouge, verte et jaune, impossible de recréer le spectre de la lumière visible. Mais avec la découverte de la LED bleue, on a pu enfin recouvrir tout le domaine. C'est donc grâce au développement de la LED bleue à forte intensité qu'on a pu développer la LED blanche à forte intensité également que l'on connaît aujourd'hui. Shuji Nakamura et Takashi Mukai ont d'ailleurs obtenu le prix Nobel de physique en 2014 pour leur recherche sur la LED bleue, soit 25 ans après leur découverte. Bon, revenons-en au présent. Je sais que je vous ai envoyé plein d'informations, plein de noms de composés d'un coup. On va d'abord commencer, je vais vous expliquer ce que sont les semi-conducteurs. Alors pour comprendre la notion de semi-conducteur, il va d'abord falloir que je vous passe un léger contexte. Vous devez le savoir, mais lorsqu'un objet est parcouru par un courant électrique, il peut adopter différents comportements. Le premier, il peut être isolant, c'est-à-dire qu'il ne va pas laisser passer le courant électrique. C'est le cas du bois et du caoutchouc par exemple. Le second, c'est qu'il va être conducteur, c'est-à-dire qu'il va laisser passer le courant électrique à travers lui. C'est le cas de la plupart des métaux comme le fer, l'or, le platine, etc. Et dans le dernier cas, c'est ce qu'on appelle un semi-conducteur, c'est-à-dire qu'il peut être à la fois isolant et conducteur. Bon, je vous sens un petit peu confus quand même. Alors voilà un petit schéma. Alors sur ce schéma, on voit différents blocs. Chaque bloc correspond en fait à des niveaux où vont se placer les électrons, en partant du niveau de plus basse énergie jusqu'au niveau de plus haute énergie. On peut d'ailleurs voir juste à côté de ces blocs une échelle en énergie, en électronvolts. Elle part du bas pour aller vers le haut. On voit sur ce schéma que pour les matériaux conducteurs, eh bien le bloc est continu. Les électrons vont donc pouvoir passer d'un niveau à l'autre sans trop de soucis. Concernant les matériaux isolants, on peut voir qu'il y a un énorme espace entre les deux blocs. Le bloc du bas où se trouvent tous les électrons et le bloc du haut où les niveaux sont tout simplement vides. Cet énorme espace, il va empêcher les électrons de passer sur les niveaux vides, ce qui va tout simplement empêcher le courant de passer. Cet espace, on l'appelle le gap. Et finalement, dans le cas des semi-conducteurs, on peut également voir un espace entre ces deux blocs, mais il est largement plus petit. Sans sollicitation extérieure, les électrons ne vont tout simplement pas pouvoir passer ce gap. C'est ce qui donne le caractère isolant au semi-conducteur. Par contre, si on donne un peu d'énergie à nos électrons,
ils vont pouvoir sauter ce gap. On peut le voir comme un lancer de nain, par exemple. Lancez-moi. Tout seul, le nain ne va pas pouvoir traverser ce gouffre. Alors que si on l'aide un peu, il va pouvoir passer au-dessus. Ce gap, il dépend de la composition de l'objet. Mais pour le moment, je ne vais pas trop en parler parce que ça peut être encore un poil complexe. Mais alors maintenant, pourquoi les LED n'ont atteint leur plein potentiel qu'après la découverte de la LED bleue? Pour le comprendre, il faut avoir en tête le spectre de la lumière visible. Il va du rouge au violet en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et finalement le violet. Avant la LED bleue, on n'avait que le vert, le rouge et le jaune. Donc on n'avait que 2/3 du spectre. C'est assez difficile de recréer une lumière blanche avec seulement 2/3 de ses composants. Pas très pratique pour éclairer ou retransmettre une image. C'est d'ailleurs après la découverte de la LED bleue qu'on a pu créer la LED blanche à forte intensité, celle qu'on connaît aujourd'hui. Mais comment on a pu obtenir une LED blanche à partir d'une LED bleue? Bien, c'est tout simple, si on connaît la loi de la synthèse additive. La synthèse additive, à l'opposé de la synthèse soustractive, c'est celle qu'on utilise en physique, c'est-à-dire le rouge, le vert et le bleu. C'est l'union de ces 3 couleurs qui permet d'avoir une couleur blanche. Et donc, en partant sur le principe de la synthèse additive, on a tout simplement pris une LED bleue qu'on a recouverte d'un luminophore jaune. Alors, un luminophore, c'est tout simplement un composé qui émet de la lumière suite à une excitation. Ici, l'excitation provient de la LED bleue qui va faire émettre une lumière jaune et qui va contrecarrer tout simplement le bleu pour donner du blanc. Mais attends. Les LED colorées, c'est pas tout simplement une LED blanche qu'on a recouverte d'un filtre coloré? Eh bien non. La couleur de la LED, ça correspond tout simplement à l'énergie qui s'échappe lors de la désexcitation de l'électron. La désexcitation, ça correspond tout simplement à un électron sur une couche supérieure qui va descendre d'un niveau pour aller sur une couche inférieure en émettant un photon. Mais reprenons notre spectre de la lumière. On voit que chaque couleur correspond à une longueur d'onde en nanomètres. Une longueur d'onde parce que la lumière, c'est une onde. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, la lumière, c'est également une particule, le photon. Celui-ci transporte de l'énergie. Et cette énergie, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Et vous vous souvenez tout à l'heure, quand je disais que le gap, c'était de l'énergie, est-ce que vous commencez à voir le rapprochement? Eh bien, dans les semi-conducteurs, on va apporter de l'énergie. L'électron va avoir alors assez d'énergie pour passer ce gap. Et au moment où il va se désexciter pour revenir à son niveau initial, parce qu'il n'est pas très bien là-haut, eh bien, il va tout simplement émettre un photon de couleur. Et ce photon, il aura la couleur qui correspond exactement à la différence d'énergie entre ces deux niveaux. Donc, par exemple, un photon rouge qui aura une longueur d'onde de 625 nanomètres aura une énergie de 1,72 électronvolts. Donc, on sait que quand un semi-conducteur émet un photon de lumière rouge, c'est que son gap correspond à 1,72 électronvolts. Mais comment s'est construit une LED et comment ça fonctionne surtout? Eh bien, une LED, c'est avant tout une diode. Elle est composée de 2 couches de semi-conducteurs. Une couche de Pn, qui est négative parce qu'on va y apporter des électrons, et une couche de Pp, où il y a tout simplement des trous ou des lacunes électroniques, qui sont positives. Collées l'une à l'autre, il va pouvoir y avoir des échanges entre les deux. Les électrons de la couche de Pn vont venir dans la couche de Pp afin de reboucher ces lacunes ou ces trous. Et c'est seulement lors de la recombinaison électron-trou qu'il va y avoir l'émission d'un photon. Donc quand cette diode n'est pas branchée, il va y avoir les recombinaisons électron-trou, puis plus rien. Il n'y a pas de nouveaux électrons ni de nouveaux trous, donc ça s'arrêtera là. Il n'y aura donc pas d'émission de lumière. Et c'est d'ailleurs quand les électrons vont se déplacer pour passer d'une couche à l'autre qu'il va y avoir le passage du courant. Donc le courant ne passera plus et le matériau sera isolant. C'est seulement lorsque l'on branche la diode que des électrons vont être continuellement apportés dans la couche N et d'autres continuellement enlevés de la couche P, ce qui va créer les lacunes. Par contre, attention à bien brancher la diode dans le bon sens. Et c'est à chacune de ces recombinaisons qu'il va y avoir émission d'un photon et donc émission de lumière. Comme tout le monde le sait, les LED sont très économiques en termes d'énergie et ce n'est pas pour rien.
Elle ne chauffe quasiment pas, contrairement aux ampoules ordinaires. Tout simplement parce que de par leur principe, elles ne suivent pas la loi de Wien, qui dit que tout ce qui émet de la chaleur émet de la lumière. La loi de Wien, on risque d'en reparler un peu plus tard. Lavoisier avait dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Eh bien, c'est un peu le cas ici. Les ampoules à incandescence suivent la loi de Wien. Elles vont utiliser beaucoup de courant afin d'émettre une très forte chaleur qui va produire de la lumière. Et donc beaucoup de cette énergie va être dissipée sous forme d'énergie thermique. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les LED ne suivent pas la loi de Wien. C'est la recombinaison électron-trou qui va émettre de la lumière. Il n'y aura donc pas besoin de chauffer pour produire cette lumière. Il n'y aura donc pas de perte d'énergie. Elle sera totalement consacrée à la production de lumière. En conclusion, les LED sont des petits bijoux de technologie qui n'ont pas fini d'évoluer et de s'immiscer dans notre quotidien, nous emmenant pas à pas vers un avenir moins gourmand en énergie. Elles sont utiles pour énormément de choses et pas seulement pour nos télés et nos téléphones. On peut d'ailleurs les utiliser pour faire pousser des légumes sans soleil. Alors certes, elles nous sont extrêmement utiles, mais elles ne sont pas sans danger. Comme vous pouvez vous en douter, une seule vidéo, c'est trop court. Je vais donc sûrement faire d'autres vidéos au fur et à mesure de mes recherches et de mes découvertes sur ce sujet. Mais pour le moment, on va s'arrêter là. Surtout, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Avant de partir, n'oubliez pas les petites questions à la fin de la vidéo si vous voulez tester votre mémoire et votre compréhension du sujet. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à supporter la chaîne en vous abonnant ou en mettant votre meilleur like. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai forcément. Sur ce, moi je vous laisse, ciao. Et surtout n'oubliez pas, la chimie, c'est la magie d'aujourd'hui.